C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum et merci de votre fidélité à nos programmes. Voici les titres de votre journal. Nous parlerons dans cette édition d'information de la cérémonie de remise des certificats de la 16e promotion du centre de spécialisation professionnelle de Port-Gentil. Nous aurons l'occasion d'écouter l'intervention du président Léon-Louis Folquet, présent à Port-Gentil. Nous reviendrons à Libreville pour parler d'Averda. Malgré les difficultés multiformes, elle reste déterminée à rendre Libreville plus propre. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Faustin Boukoubi, est depuis le 30 juin dernier à Moscou, en Russie, où il prend part jusqu'au 4 juillet prochain au deuxième forum international parlementaire axé sur le développement du parlementarisme. 700 milliards de nos francs, c'est le chiffre de notre rédaction. Ensuite, Aliza Adamou nous présentera la page musulmane et Ida Ibinga, l'international, avec dans ce studio Djibril Ouania pour l'actualité sportive. Radio Nour, il est 16h. Nous démarrons cette édition d'information avec une actualité à la fois locale et internationale. Moscou, la capitale russe, abrite depuis le 30 juin dernier le deuxième forum international parlementaire axé sur le développement du parlementarisme. Cette rencontre s'achève le 4 juillet prochain. Elle enregistre la participation du président de l'Assemblée nationale gabonaise, l'honorable Faustin Boukoubi, qui a exposé le 1er juillet dernier sur un thème d'actualité, sécurité internationale, le dialogue des législateurs pour la paix et la stabilité. Fin de citation. Le deuxième forum international parlementaire qui réunit les délégations parlementaires de près de 132 pays vise à rechercher des solutions législatives efficaces et des réponses aux défis globaux et à réfléchir sur des mécanismes à mettre en place pour renforcer de façon efficace les relations entre le Parlement de l'Assemblée des continents. 36 jeunes hommes et femmes formés dans les filières maintenance industrielle, mécanique, tuyauterie, soudure, électricité industrielle a composé la 16e cuvée de la promotion du centre de spécialisation professionnelle de Port-Gentil, une cérémonie hautement rehaussée par la présence du gouverneur de la province. On écoute Léon-Louis Folquet. Chers récipiendaires, tout en vous félicitant des résultats exceptionnels obtenus cette année, je vous engage à adopter un comportement digne de responsabilité et être responsable de ce succès. Vous devez être prêt à défendre au quotidien le label CSP. Spécialement, nous baptisons cette promotion Alice Brenda Foumou, chère et fidèle collaboratrice qui nous a quittés en cours d'année. Des résultats exceptionnels qui nous invitent à poursuivre nos efforts. Il est vrai que nous n'avons pas encore atteint l'excellence, mais nous en avons réellement pris le chemin. Il n'y a pas de place pour la médiocrité sous toutes ses formes, dans nos actes comme dans nos paroles. Après Port-Gentil, nous revenons à Libreville. Dans un communiqué, l'entreprise Averda, spécialisée dans le ramassage d'ordures ménagères à Libreville et ses environs, l'entreprise continue sereinement son travail malgré les multiples difficultés financières découlant de la lourde dette de 2 ans de la mairie de Libreville vis-à-vis d'Averda. L'entreprise de ramassage d'ordures manifeste sa volonté de conserver les 700 personnes qu'elle emploie malgré les difficultés financières auxquelles elle est confrontée. En sport, on parle dans cette édition d'information de l'élection du président de la sous-ligue de football d'Akanda. C'était samedi dernier au complexe sportif de la Cité des Ailes. Présent pour le compte de Radio Nour, notre reporter sportif Djibril Ouania. La deuxième olympiade de la sous-ligue de football d'Akanda aura comme guide Juste Saturnin Okumba. Après une campagne menée à l'américaine par des contacts directs avec les présidents de club, l'homme a été élu à l'unanimité des délégués présents.
10 sur 16 possibles. La restructuration du football de base est son credo. Rassurez-vous que la vision, le signal est donné. C'est pas un truc fortuit, on ne s'est pas retrouvé là accidentellement, ça a été pensé par ce bureau, on s'est donné les moyens pour cela. Pour la simple raison que les présidents des clubs, il faut les respecter. Et ils investissent de leur personne, de leurs moyens. Et ça, dans des conditions que tous nous connaissons. Et ça, nous, le bureau, nous avons pensé qu'il ne fallait pas les rencontrer avec beaucoup de légèreté. Bon, nous sommes là pour la formation. Nous sommes là, c'est pour apprêter les joueurs pour donner à l'élite. Si nous sommes là pour ça, nous ne sommes pas pour autre chose. C'est bien que nous, la vision, c'est la formation d'abord. C'est la qualité de jeu qu'on doit nous faire asseoir. Maintenant, les résultats viendront, mais nous, on va insister. Le football, il n'y a aucune génération, genre délire spontané. Il faudrait qu'on se l'accorde. Ça passe par des classes, dont les U7 au U19. Pour nous, ça s'impose et je crois qu'on va faire essentiellement notre mandat là-dessus. La nouvelle équipe de la Souligue d'Akanda étale son projet sur 5 axes principaux, dont les plus pressants sont la localisation, le cadre juridique et les espaces de jeu. Il y a des statuts types. Il ne s'agit pas pour nous, là encore, de remettre en cause les statuts de la Ligue, mais il s'agit pour nous d'organiser la sous-ligue au travers d'un statut qui est à partir de ça, qui est calqué sur les statuts types de la Ligue et avoir un règlement intérieur, c'est nécessaire. C'est quand même une sous-organisation, c'est une émanation de la Ligue. C'est une épine du pied qui nous est enlevée, nous, présidents du club, notamment ceux qui étaient les plus investis dans le fonctionnement de la Souligue d'Akanda. Alors maintenant, ce qui a attendu le président élu, c'est qu'il fasse les choses comme il se doit, comme il nous l'a promis d'ailleurs. Et comme je disais tout à l'heure, c'est au pied du mur qu'on juge le maçon. Après 4 années d'expérimentation, la Souligue de football d'Akanda, qui regroupe quelques grandes écuries du football gabonais telles Akanda Football Club et l'AOCMS, se doit pour cette Olympiade d'améliorer la qualité de la formation pour garantir une future élite du football à la hauteur des attentes. Ce que semble bien appréhender l'équipe Okumba qui dit se mettre au travail dès mardi prochain. À l'instant, Djibril Wanya qui nous présentait l'élection de la Souligue, du président de la Souligue de football d'Akanda. Certainement nous expliquer, Djibril, en français facile, c'est quoi une Souligue? Une Souligue, c'est une émanation de la Ligue. Et dans le cadre sportif, les différents organismes sont divisés en régions. Et pour le cas du Gabon, on a 9 régions principales qui collent avec les 9 provinces. C'est un découpage administratif en réalité qui est collé au sport. Les sous-ligues dans la province de l'Estuaire sont celles des communes de plein exercice. Donc on a la Souligue d'Akanda, celle de Vendo, celle de Libreville, et celle de Ntoum, de Kokobiche, de Kango, et peut-être celle de Nzomwe, lorsque effectivement la bande décidera de faire le sport. Il faut rappeler que M. Sartchana Okumba était l'ancien directeur technique d'un club appelé Ballon d'Or, et que c'est sa première Olympiade, et remplace à ce poste M. Ernest Oganaga, qui fut le premier président de la Souligue d'Akanda, qui fête cette année sa 4e bougie. Autre Souligue, on parle de la Souligue de Libreville, qui elle aussi est passée à l'élection du président du bureau exécutif. C'est M. Benoît Obiamba qui a été reconduit à cette fonction. Il faut dire que là-bas, les débats étaient houleux, et pour nos auditeurs, on leur réserve le mieux pour demain. On reviendra avec force et détail. Certainement, nous expliquer aussi une dernière question en sous-ligue. Quel est le rôle d'une sous-ligue? Les sous-ligues ont le rôle d'animer les activités sportives dans les régions déterminées. Donc, si la sous-ligue parle de la commune, la mission de la sous-ligue est celle d'animer la discipline, la promotion de la discipline dans cette circonscription. C'est le cas d'Akanda, effectivement, qui a la mission d'animer, sinon de faire la promotion des activités de football, pour ce qui est de football, dans cette circonscription, comme pour M. Benoît Obiamba, qui a la charge de la ville de Libreville. Voilà. Alors, ces sous-ligues, c'est vraiment la dernière cette fois. Les sous-ligues, pour bien comprendre, elles animent les activités sportives. Football uniquement ou toutes les activités sportives? Non, ça dépend des disciplines. Chaque discipline a sa fédération. Et là, on est dans la Fédération gabonaise de football. Okay. C'est un sous-groupement de la Fédération gabonaise de football en passant par la Ligue de football de l'Estuaire. En réalité, la Ligue de football de l'Estuaire est désormais l'émanation de ces différentes sous-ligues et des clubs qui jouent à l'intérieur de ces sous-ligues. Pour une information, les sous-ligues
dans la répartition des tâches, ont la charge d'animer le football de base des jeunes, donc de U7 au U19. Alors, on va toujours parler de sport, donc cette fois pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Total 2019 qui se déroule en Égypte. Djibril Wanya, l'évolution de la compétition. L'on a démarré le dimanche 30 juin avec la dernière phase, la troisième phase éliminatoire pour les phases de poule. Madagascar, comme on vous le disait la dernière fois, a réellement confirmé son statut d'équipe surprise en venant à bout des Super Eagles du Nigeria. C'était le dimanche dernier au stade Alexandrie. Tenez-vous bien, les Malgaches l'ont emporté par le score de 2-0. Dans la même poule, le Burundi s'est fait surprendre par la Guinée-Conakry qui compose son ticket pour le 8e de finale après cette victoire avec 4 points. L'Ouganda, pour sa part, joue et tombe devant l'Égypte, mais pour avoir déjà réalisé quelques victoires contre la formation du Zimbabwe et du Congo, s'est qualifié rapidement. La République démocratique du Congo, qui avait croisé les doigts grâce à sa victoire 4-0 face au Zimbabwe, s'est qualifié aussi en tant que meilleur troisième avec 3 points. Hier, l'on a joué pour le compte de la poule D et de la poule E. Dans le groupe D, l'Afrique du Sud est tombée devant le Maroc, les Lions de l'Atlas, qui l'emporte 1-0 et réalise le carton plein avec 3 victoires. La Côte d'Ivoire prend le dessus sur la Namibie très largement par le score de 4-1 et se qualifie aussi pour les 8e de finale. Les Arambistas du Kenya n'ont pas pu faire le poids devant les Lions du Sénégal qui l'ont emporté 3-0 grâce à un but de Sergio Mané, un penalty inscrit à la fin de match. L'Algérie confirme le statut des Maghrébins avec une 3e victoire consécutive devant cette fois-ci la Tanzanie. Sénégal et Algérie sont qualifiés. Le Kenya devait encore attendre avec ses 3 points pour se situer après effectivement les rencontres de ce jour. Les dernières rencontres qui parlent de la poule E et de la poule D. Il faut rappeler que cette compétition ne qualifie que 2 équipes par poule et les 4 meilleurs 3e seront qualifiés pour effectivement ces 8e de finale, Maël. Voilà toutes les informations. On va te dire merci Djibril pour toutes ces précisions. Du côté de l'UCAIR pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN Total 2019. Le chiffre de notre rédaction à présent, 700 milliards de nos francs. C'est le chiffre de la rédaction. Le ministre gabonais du budget et de l'économie, Roger Owonomba, a annoncé lundi dernier à Libreville que le gouvernement a dépensé près de 700 milliards de francs CFA, environ 1,5 milliard de dollars, entre 2015 et 2018 pour subventionner le carburant. Je cite le ministre du Budget. Pendant de longues années, le prix du carburant a été subventionné par l'État. Par exemple, entre 2015 et 2018, l'État a dépensé près de 700 milliards de francs CFA en subvention, a-t-il expliqué. Ouvrons à présent la page musulmane avec Adiza Adamou et Sono. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. 2 titres au sommaire de la page musulmane du jour. En Tunisie, on parle du printemps arabe et au Liban, on évoque l'armée qui détruit les abris des réfugiés syriens. On démarre l'actualité musulmane avec la Tunisie, seul rescapé des printemps arabes, une exception depuis la chute de Zine El Abidine Bel Ali le 14 janvier 2011. La Tunisie suit une voie unique dans le monde arabe. Le pays a su résister, Maël, à un basculement autoritaire et à toute emprise islamiste. Une spécificité fragile, la fragilité de la situation est devenue évidente en fin juin avec un grave problème de santé du président qui a laissé craindre une incertitude politique accrue au moment où la ville de Tunis était frappée par un double attentat suicide. Le processus démocratique fut suspendu à l'absence de la Cour constitutionnelle. Et au Liban, l'armée détruit des abris de réfugiés syriens. L'armée libanaise a commencé à détruire des abris installés par des réfugiés syriens dans une région aride du nord-est du pays frontalière à la Syrie. Lundi dernier, les organisations humanitaires ont indiqué qu'un délai avait été fixé par les autorités. Disons que des unités de l'armée libanaise ont pénétré dans plusieurs camps de réfugiés syriens dans la localité frontalière d'Essal. Elles ont démoli au moins 20 logements selon un communiqué conjoint de 7 ONG internationales. De construction en béton érigées illégalement devaient être démolies ce lundi. La date butoir pour démolir ces structures dans la région avait été repoussée par l'armée.
15 000 réfugiés impactés au total. Voilà donc, chers auditeurs, les informations du monde musulman de ce jour. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci Adiza Adamou. À présent, faisons le tour du monde de l'actualité avec Ida Ibinga. Assalamu alaikum Ida. Wa alaikum salam, fidèles auditeurs. Voici les titres qui constituent notre page internationale. Une nouvelle attaque vise des villages Peuls dans le centre du Mali. L'actualité, c'est aussi à Hong Kong. La ligne est brouillée entre les militants du gouvernement. On boucle avec les postes clés de l'Union européenne les pierres d'achoppement entre les 28 chefs d'État. Le développement des titres, c'est tout de suite. On ouvre notre actualité au Mali. Une nouvelle attaque a été signalée dans le centre du pays. Des chasseurs s'en sont pris dimanche dernier au village Peul de Bidi et Saran, de la commune de Onkoro, dans le cercle des Bankas. Mais c'est à quelques kilomètres seulement de la frontière avec le Burkina Faso. Le bilan est de 23 morts, dont des femmes et des enfants, selon le maire de la commune de Onkoro. L'attaque a démarré aux environs de 14 heures, mais malgré l'alerte, les forces de l'armée malienne sont arrivées tard et avec une nouvelle fois des moyens limités. Je propose d'écouter le maire de la commune d'Onkoro, M. Cheikh Arounak Sankari. Écoutons. C'est quand même étonnant parce que nous, quand nous avons alerté l'armée nous a promis de nous envoyer même un hélicoptère de combat. Et effectivement, l'hélicoptère a sillonné autour de Sara au même moment que les chasseurs et le village. Mais l'armée qu'ils ont envoyée sur le terrain, c'est deux véhicules. Donc les militaires qui étaient sur le terrain disent qu'ils n'ont pas un nombre important pour faire face aux assaillants. Ils n'ont pas retrouvé les assaillants sur le ville. Et c'est très regrettable avec tous ces événements qui se passent dans les centres du pays. On envoie une armée qui n'est pas bien équipée sur le terrain face à des simples assaillants chasseurs. Cela est vraiment très inquiétant, c'est une panique totale. On essaie de rassurer les populations, mais malheureusement, on arrive. C'était les propos du maire de la commune d'Onkoro. L'actualité se poursuit à Hong Kong. Disons qu'après les manifestations de lundi dernier dans les rues de Hong Kong à l'occasion du 22e anniversaire de la rétrocession de l'île de la Chine, quelques centaines de manifestants ont mis à sac le Parlement. Plus que jamais, le dialogue est au point mort entre les militants pro-démocratie et le gouvernement. Il faut dire que la crise politique demeure toujours à Hong Kong. Le Parlement local a été encerclé puis envoyé à coups de chariot projetés sur les vitres. Retenons que le portrait des dirigeants ont également été vandalisés. Jamais Hong Kong n'avait connu de violence pareille. Mais ce mardi 22 juillet 2019, le calme est revenu. Les policiers ont évacué tout de même le Parlement. On boucle l'actualité internationale avec les 28 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne qui ont échoué lors de leur négociation nocturne du dimanche à lundi dernier à trouver un accord pour nommer les futurs dirigeants des institutions de l'Union européenne. Rappelons l'enjeu, le ministère des Affaires étrangères européen, la présidence du Conseil et celle de la Commission. Notons que les discussions reprennent ce mardi 2 juillet 2019, je cite, « Les lignes n'ont pour le moment pas bougé ». Fin des citations. De ce fait, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union européenne vont une nouvelle fois tenter de se mettre d'accord sur les noms des futurs dirigeants des 5 principales institutions de l'Union. Merci Maël, merci fidèles auditeurs, c'est tout pour cette page internationale. Merci Aïda Ibinga et Adiza Adamou et Sono. Merci à notre consultant sportif Djibril Wanya pour la touche sportive apportée à cette édition d'information. Maël Manomba de Mouabi à la présentation. Toute l'équipe de la Radio Nour se joint à ma voix pour souhaiter un prompt rétablissement à Hugues Mondungi du service production de Radio Nour. Bon confort d'écoute. Radio Nour, il est 16h.